chers amis, cette exposition Histoire de barrage, que nous avons l'honneur d'inaugurer aujourd'hui, sera installée pendant 2 ans à la Maison Nature et Patrimoine, en 2017 puis en 2018, d'avril à novembre chaque année. Ainsi, avec cette exposition, la Maison Nature et Patrimoine se positionne en véritable pôle touristique et culturel, avec l'envie de donner à voir et comprendre les paysages du Verdon et l'histoire de notre territoire et des hommes qui l'ont façonné et qui l'habitent aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, on retrace l'histoire de la construction des barrages de Castillon et Chaudane, mais aussi les conséquences de ces grands travaux d'aménagement de la vallée du Verdon, avec notamment le développement du tourisme, principale activité économique actuellement. Le Verdon a fait et fait encore l'objet de convoitises, de projets, de multiples usages, mais il est le lien de ce territoire. Et il faudra œuvrer à tenter de concilier les différents intérêts. Je souhaite la plus grande réussite à cette exposition, avec de nombreux visiteurs qui viendront la découvrir et saisir ainsi un petit bout de notre histoire locale. Ce projet ambitieux a été rendu possible grâce au soutien financier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et nous sommes en attente d'un retour que l'on espère positif de la part du Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence et de l'Europe dans le programme FEDER. La mairie de Castellane apporte aussi une part du financement et met à disposition, en partie sur son temps de travail, Amandine Delabre, chargée de mission culture, patrimoine, tourisme, Pauline Oliveira, chargée de projet à la Maison Nature et Patrimoine, et aussi Irène Magny, qui a été recrutée pour 8 mois cette année en mission de service civique pour les animations de la Maison Nature et Patrimoine. On les remercie pour leur implication et leur travail. Cette exposition est portée par la mairie de Castellane et la Maison Nature et Patrimoine, mais elle n'aurait pu voir le jour sans le partenaire principal et essentiel qu'est l'association Petra Castellana, avec Catherine Leroy, qui a beaucoup aidé dans les recherches, les relectures et tout le travail sur le choix, le nettoyage et la mise en place des objets dans l'exposition. Mais aussi Jean-Luc Domingue, président emblématique de l'association, qui s'implique dans tout le projet et qui nous est précieux. Sans oublier Sylvain Sénéca, Dominique Boudeville et Muriel Charabaud. On les remercie et je profite de l'occasion pour souligner là encore le travail sérieux et la rigueur scientifique apportée par les membres de l'association à cette exposition. La mairie continue de soutenir activement et sans faille toutes les actions de l'association. Je tiens aussi à remercier Salomé Blachier, recrutée en service civique par l'association Petra Castellana pour 8 mois et qui, dès son arrivée, en février 2017, a pris à bras le corps cette exposition pour la porter et la mener au bout avec patience, professionnalisme et dynamisme. Un grand bravo pour tout son travail. Un autre partenaire essentiel pour cette exposition sur les barrages est EDF. On remercie M. Bonaïti, directeur du groupement EDF de Castillon, pour sa visite de ce matin et pour les objets prêtés, notamment la maquette de Chaudane. M. Anthony Aubert, chargé de communication pour toutes les relectures des textes et pour son implication. Enfin, je tiens à remercier les lecteurs d'aujourd'hui. Bien sûr, les remerciements, comme toujours, vont à la commune de Castellane, qui nous permet de fonctionner avec du personnel professionnel et compétent. On ne le dira jamais assez. Bien sûr, cette expo, comme toujours, est un soutien financier du conseil départemental, de la région, on l'a dit, du programme FEADER. Bien sûr, cette année, on a sollicité l'aide d'EDF
et cette aide nous a été précieuse tant pour la relecture, les conseils, que pour le prêt d'objets, les photos, parce que c'est vrai que tout le fond photographique formidable qu'on a sur notre écran là-haut, pour la plupart, ce sont des clichés faits par des professionnels à l'époque de la construction du barrage, ce qui explique la qualité de ces photographies. On a également des remerciements à faire aux archives départementales qui nous ont permis de scanner des documents, aux archives communales de Digne-les-Bains, et en particulier à M. Raymond qui nous a beaucoup aidé sur la présence allemande à Castellane. On a sollicité comme toujours l'inventaire général du patrimoine culturel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui met à notre disposition des clichés et des enquêtes. Bien sûr, le club photo qui travaille avec nous en partenariat depuis des années pour numériser photographiquement nos collections. Je ne sais pas si Sylvaine est là. Si elle n'est pas là, c'est elle qui incarne ce côté-là. Les services techniques de la mairie de Castellane qui, eux, mettent la main à la pâte tous les 2 ans. Bien sûr, on a aussi sollicité, je l'ai dit, des témoignages. On est allé voir les gens, on les a enregistrés, ils nous ont ouvert leurs portes. Pas vrai, Denise? Donc, on va essayer de n'en oublier aucun. Alors, dans les enquêtes réalisées l'année dernière et cette année, on est allé voir Henri Bélisère, Marcel Blanc-Patin, Jean Serrato à Saint-André, Philippe Chevalet, Alain Colomb, Alain Guichard, Adolphe Merlino, René et Marcel Pierre-Isnard, Denise Reboul, Huguette Robion, Fortuné Vincent. On aurait dû aller en voir plein d'autres, mais voilà. Il y a une vingtaine d'années, j'avais enregistré Gaston Artaud, Gaston Pellissier, Édouard Murer, Dada, si vous préférez. On a aussi, comme chaque année, sollicité des gens pour nous prêter des objets, parce qu'on tape dans nos fonds, mais une fois qu'on a tapé dans nos fonds, on voit aussi qu'on a des manques. Alors les prêteurs pour cette expo sont Joël d'Alessandri, Marc Aranda, Monique Audibert, Marie-Françoise Barrel, Marc Beccaria, alors soit prêteur, soit donateur, mais on donne l'origine du fonds. René Bellemare de Mandol, Monique Blanc, Elisabeth Castoriano, Catherine Dautier, Jean-Luc Domège, EDF, Patrice Fouque, Hélène Gall, Augustin Giraud, Alain Guichard, Marianne Heard-Mistral, l'hôpital de Castellane, Jacqueline Kerkhoff, Armand Delegréau, Éline Leroy, Lucien Leroy, Béatrice Morel, Victor Morgado, Madame Mousseau, l'ONF, Isabelle Pellegrin, Monsieur et Madame Poidras, Madame Paulès, Annie Saïssi, Madame Trouin. Voilà, merci aussi à tous ceux qui ont ajouté quelques documents photographiques pour le fonds photographique qu'on a pu rassembler et qui est visible ici. Donc, c'est une occasion de remercier tous ces donateurs qui, depuis 25 ans, nous permettent de monter des expos touchant à tous les sujets, à tous les domaines. Bon, un gros merci à Alain Guichard pour ses collections particulières, parce qu'il a un musée bis dans Castellane, un musée que seuls les amis ont le droit de voir. C'est un privilège, mais on n'en dira pas plus, c'est sûr. Enfin, bien sûr, un remerciement à l'équipe de la Maison Nature et Patrimoine et de Petra Castellana. C'est une équipe imbriquée. On ne va pas distinguer à quel moment elle travaille pour les uns, pour les autres. Elle travaille pour le bien commun, pour Castellane. On ne va pas épiloguer sur le nombre d'heures. Donc Amandine, Pauline et évidemment nos stagiaires sans qui rien ne pourrait se faire, car les petites mains, c'est des gros, ce sont des gros, des gros, voilà, tout ça gros. Donc Salomé Blachier qui est arrivé en plein hiver
et qui est tombée dans le lac de suite. Elle n'en est pas encore sortie. On espère, Salomé, que tu vas pouvoir respirer maintenant, un peu d'air. Mais les gens qui ont travaillé en amont, c'est le cas de le dire, Gladys Dumas, qui a fait toutes les recherches l'année dernière, même si on n'a finalement pas tout trouvé dans ce qu'elle avait collecté, il fallait quand même le faire. Irene Magni et Clélia Toledo, on est international pour leur travail dans cette exposition. Donc merci à vous tous de nous avoir soutenus, ça fait chaud au cœur de voir qu'on est tous là mêlés pour continuer à croire dans ce pays et à l'aimer, à le faire partager. Merci. On va, plutôt le programme, on va faire une lecture théâtralisée, c'est comme ça qu'on appelle, de textes divers que nous avons choisis autour de la thématique de cette exposition. On remercie par avance tous les lecteurs qui ont spontanément et volontiers accepté de lire des textes en français et en provençal. Il nous a paru intéressant, comme on avait fait pour la guerre de 14 il y a 2 ans, de continuer dans cette dynamique et de montrer une facette poétique ou plus littéraire ou plus mémoriale de notre propos, dans la mesure où on a essayé bien sûr sur cette exposition de parler des hommes qui ont fait ce barrage, mais comme vous le voyez, il y a des parties un peu techniques, il y a des chiffres clés, il y a des choses un petit peu sèches peut-être. C'était une façon d'évoquer les hommes qui ont fait ce barrage, une façon peut-être un peu plus poétique, sensible. Voilà. Alors, on va faire cette première partie avec des lecteurs qui se placent partout, vous les entendrez. Puis, vous pourrez continuer à promener un moment et Salomé, moi-même et les autres personnes de l'association pourront peut-être vous répondre à vos questions, s'il y en a. Et puis enfin, on fera la partie officielle des discours, il n'y en aura que 2. Et puis moi, depuis ce matin, j'en fais alors, sur l'inauguration proprement dite, cette nouvelle expo, donc qui fait suite à l'exposition qui évoquait la mémoire autour de la guerre de 14. Là aussi, un pan de mémoire qui apparemment intéresse les gens. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. À vous pour les lectures. Ah, mais je suis aussi pour la présentation des lectures. Alors, avant de donner la parole au premier lecteur, il faut que je présente les textes. Alors, les textes, on les a choisis pour la plupart d'entre eux dans la revue Verdon, puisqu'elle a le mérite d'exister et de donner des textes qui parlent du Verdon, donc des textes de qualité en général. Donc ici, au départ, des propos recueillis par Francis Martel. Vous savez que Francis Martel, il est de Robion et de la Garde, et il s'investit sur l'association La Robionnaise. Donc propos recueillis auprès d'Henri Bélizaire. Où se cache-t-il? Il est parti. Je voulais lui rendre hommage. Je lui rends hommage, donc. Peut-être aurait-il été gêné. C'est un homme discret. On a voulu lui rendre hommage à Henri Bélizaire parce qu'il symbolise pour nous tout ce pan de passé, puisque pour les Castellanais, la famille Bélizaire, c'est la famille symbole de ce village qui a disparu. Les Bélizaires sont partis de leur maison à Castillon quand l'eau montait. Ils ont été les derniers forcément, puisqu'ils étaient les seuls. Mais à eux seuls, ils symbolisent toute cette vie paysanne
du fond de la vallée. Donc on a choisi 2 textes pour rendre hommage à cette vie d'un village disparu, Castillon. On a choisi aussi 3 textes écrits par Camille Raphael. Camille qui nous a quittés il y a peu de temps. Camille qui pour la plupart des Castellanais incarnait une figure haute en couleur, peut-être trop haute en couleur, mais peu de gens savent la finesse qui était derrière le personnage et tout le savoir qui était derrière la grosse rigolade qu'incarnait le personnage. Donc je remercie son fils, Christian, qui m'a prêté très, très gentiment des cahiers et des écrits de son père, parce que Camille écrivait fort bien le français et encore mieux le provençal. Donc nous avons choisi 3 textes en provençal de Camille et un texte en français. Puis, il était prévu que je fasse la présentation tout au long. Peut-être je vais la faire toute là, comme ça après, les artistes font les artistes. Un texte de Jean-Claude Barbier, tiré d'un numéro spécial sur l'eau. Jean-Claude Barbier, qui vit du côté de Moustier, qui lui fait un très beau poème en prose sur ce Verdon que vous allez entendre. Et puis enfin, on a voulu rendre hommage à Isidore Blanc, l'inventeur des gorges par le fait, le collaborateur de Martel, ce Martel dont le sentier porte le nom, a eu certes une grande notoriété, mais Isidore Blanc, l'instituteur de Rougon, qui était à la fois découvreur, photographe, poète, instituteur, naturaliste, a toute son importance dans la création du tourisme dans le Verdon. Donc il avait écrit La légende du Verdon, un poème comme on en faisait il y a 100 ans, en alexandrin, qui part de la Fousse d'Alos et qui va jusqu'à Vinon. Donc on vous le lira en entier, vous en aurez la primeur. Là aussi, il nous renvoie à un personnage du Verdon qu'on a bien connu, M. Cauvin, le boulanger de la Palue, qui le récitait, qui était à la fois boulanger et taxi, et qui, en conduisant ses clients dans son taxi, attaquait le début de la légende du Verdon, et ça allait jusqu'à Moustier, forcément. Hein, il y a 4 pages d'alexandrin. Donc, voilà, on ne l'a pas coupé, on vous le lit en entier, parce que c'est un texte... alors, M. Cauvin, lui, il se l'était approprié, tout juste s'il ne disait pas qu'il avait écrit lui, mais enfin, bon, on lui pardonne. Il l'a fait vivre pendant tant d'années, ce texte, qu'on le retransmet encore aujourd'hui. Un texte aussi de Lucette Poncin. Lucette Poncin, professeur en retraite, qui a écrit un très beau livre sur Sainte-Croix, sur le lac de Sainte-Croix, qui est paru l'année dernière, et qui raconte comment, en 1958, elle a découvert ce Verdon et a décidé de s'y arrêter et d'y vivre. Voilà. À vous. Le Verdon, 50 mètres sous le village, en bas d'un champ qui faisait le bonheur de nos jeudis après-midi enneigés sur des luges inlassablement remontées. Un Verdon de cascades, d'eau glacée, de remous dangereux où seuls s'aventuraient nos hameçons, parfois un peu braconniers. Un Verdon que nos parents interdisaient à nos corps qui l'auraient pu emporter. Une eau vive et frétillante, aujourd'hui morte, miroir immobile qui a aspiré la vie de mon village. Une mort programmée, commencée bien avant ma naissance par des machines et des ouvriers allemands, vers 1928, au titre des réparations des dommages de la Grande Guerre. Un sursis dû aux péripéties des différentes entreprises, puis un redémarrage en 1945
vers un accomplissement du projet, et les Castillonnais qui n'y croyaient plus s'y résignèrent. Auparavant, pendant la guerre, un bataillon de la Wehrmacht avait été posté quelques mois à Castillon pour lutter contre la résistance, très active dans le secteur. Nous avions été surpris d'entendre un soldat nourri à notre table chanter la Marseillaise sans fausse note et avec très peu d'accent. Un matin d'après la Libération, la pelle mécanique sur chenille que nous avions toujours vue inerte avait remis en marche son moteur à charbon et, entendant ces pétarades, nous étions tous sortis de la classe avec la maîtresse pour assister au prodige. Ou était-ce le retour d'un cauchemar? Mes 10 ans d'alors n'en prenaient pas la mesure. Car tous ces travaux nous apparaissaient comme une distraction pleine de rebondissements, une agitation désolidarisée de son aboutissement final, notre exode. Nous allions sur le chantier de la nouvelle route qui surplombait le village. Le tunnel avait d'abord été tracé comme un boyau que l'on élargissait jour après jour. Nous rampions au début pour peu à peu nous relever, fiers de braver un interdit. Les Allemands qui travaillaient au chantier retrouvaient le soir un ensemble de baraquements élevés dans une enceinte contrôlée par 4 miradors. Aucun excité ou foudre de guerre parmi eux. Des gens du peuple, entraînés dans l'engrenage nazi. Certains étaient reçus dans nos familles pour boire un verre. Beaucoup maîtrisaient bien le français. L'un d'eux, menuisier de son état, mangeait parfois à la maison. Il nous fabriquait des ruches. Mois après mois, des maisons disparaissaient avant le dynamitage. Il fallait nous éloigner du bâti. Les débris étaient nivelés, les poutres emportées pour qu'elles n'aillent pas bloquer les futures turbines. Inlassablement, un câble remontait les godets de gravier et de sable du Verdon pour le béton du mur barrage, coulé par caissons successifs. Simultanément, du béton était injecté sous pression dans les roches des 2 rives. Les ingénieurs se targuèrent plus tard d'en avoir mis autant dans le rocher que dans le mur. La vie continuait. À l'école, nous étions 3 Bélisaires, un gué, 3 repons du hameau de Blaron, un colon, 3 Ruisses. La maîtresse, Madame Adrienne Pascal, de Saint-Julien, habitait Castillon. Ensuite, elle fut nommée et logée un peu plus haut à l'école du village EDF, jouxtant la centrale hydroélectrique. Elle y enseigna une quinzaine d'années. Un vendredi matin, Georges Ruiz n'apparut pas en classe. Son petit frère Léon, interrogé, se mit à pleurer. Georges était mort dans la nuit d'une méningite foudroyante. On l'enterra. Un an plus tard, lors du transfert du cimetière au bord d'un tournant de la route vers Saint-André, l'enlèvement de son cercueil m'éprouva profondément. Les repos venaient chaque jour de Blaron, une demi-heure de marche par beau temps. Ils passaient le petit pont qui n'amène plus aujourd'hui qu'au bord du lac. Plus tard, on construisit une route venant de la Beaume pour désenclaver ce hameau désormais rattaché à Castellane. La mise en eau, prévue en 1948, ne souffrit d'aucun retard. Le lac se remplissait pendant que continuait la construction du mur et que, au-dessus, une passerelle métallique permettait le trafic de la nouvelle route. Quand des camions la franchissaient, c'était impressionnant. Puis, nous avons rassemblé nos meubles. Notre maison a été rasée et le Verdon a recouvert les bases de ce qui fut mon village. Tous les 7 ans, quand le barrage est dragué et vérifié, je peux reconstituer mentalement les rues et les demeures de mon enfance en suivant les traces des fondations.
Aujourd'hui, les taxes foncières de l'usine et de son bâti, construit sur la rive de Mandolle, vont à cet ancien voisin. La route qui y mène avant de conduire à la petite station de ski Sauveillas-Vauplan a été refaite et élargie. On parle de raser l'ancien lotissement ouvrier. Le château ruiné de Ville, d'où Geneviève de Forbin-Janson écrivait en 1700, « Me voici casé de manière à voir les aigles sur le dos et à prendre la lune avec les dents. » Surplombe ce désert liquide et notre cimetière où l'on a logé le gourou du Mandaron dont personne ne voulait. Ainsi va la vie et une certaine vision du progrès. C'étaient les propos recueillis par Francis Martel auprès de Henri Bélisère.